Bienvenue dans cette partie 2 de l'épisode de Julie Rodriguez. Nous allons parler de la vision, de l'ancrage et également de l'alignement pour l'entrepreneur. Entrepreneur avec un E, hein, puisque aujourd'hui on est avec Julie. Alors justement, ta vision, toi, elle se définit comment? Est-ce que tu as ce qu'on appelle un plintasme, c'est-à-dire cette fameuse vision 1, 5, 10, comme disaient les Américains, c'est-à-dire 1 an, 5 ans, 10 ans. Est-ce que tu arrives à te projeter sur 1 an, 5 ans ou 10 ans par rapport à ton entreprise? Alors, c'est pas aussi clair. On va le dire comme ça. C'est pas aussi clair. Maintenant, j'ai une vision long terme d'en effet, de ce que je veux créer pour le monde et de ce que je veux créer à travers qui je suis et à travers mon entreprise. Mais après, bien évidemment, à travers cette vision, je pose des objectifs qui me permettent de pouvoir jalonner et en tout cas suivre mon cap et la vision que je me suis donnée. Et est-ce que tu te sens ancré là, en 2024, enregistre au mois d'août cette vidéo. Donc, est-ce que tu te sens ancré? Est-ce que Julie, elle est ancrée? Est-ce qu'elle a plus ces syndromes de l'imposteur? Est-ce qu'elle est totalement libérée? Elle est en pleine passion créative et elle est prête à pouvoir aller beaucoup plus loin et elle a plus du tout de frein là. Alors, je vais mesurer les propos parce que, en effet, donc oui, je me sens complètement ancrée. Ça, c'est une certitude absolue. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'ai plus le syndrome de l'imposteur. Pour moi, en fait, c'est intimement lié avec justement la zone de confort. Enfin, quand je sens que je n'ai plus le syndrome de l'imposteur, c'est que je suis déjà dans ma zone de confort et que moi, je suis plutôt le genre de personne en tout cas, ce que la vie me prouve, depuis 2 ans, c'est à sortir de ma zone de confort chaque jour qui passe. Donc j'ai envie de te dire que limite, chaque jour, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, mais je surfe avec, je l'apprivoise, ça devient mon allié, mais c'est ce qui me permet aussi d'être un véritable moteur pour me dépasser, en fait. D'accord, et au niveau zodiacal, par exemple, tu es un signe d'eau, un signe de feu, un signe d'air, un signe de Eh terre? bien, je suis un signe de feu et c'était hier mon anniversaire d'ailleurs. Je suis lion. Ah oui, d'accord, bah, moi je suis sagittaire. Mais c'est vrai, et en ascendant, tu es quoi? En ascendant, je suis capricorne. Capricorne, d'accord, OK. Tu besoin de te confronter, quoi. Tu as besoin d'aller à l'échange, au combat, et cetera, de confronter tes idées. C'est vrai que, moi, par exemple, le Sagittaire, c'est au bord de la falaise que je suis le meilleur. C'est-à-dire à l'extrémité, du temps, que quelque part je suis le meilleur dans ce que je fais. Toi, est-ce que tu as pu évaluer ça également? Est-ce que c'est au début de quelque chose, d'une opération, au milieu ou plutôt à la fin, presque à l'extrémité effectivement de l'engagement? Mmh. Je dirais, je dirais partout en fait. Ça dépend du projet en fait. Mais là, les différents projets que j'ai entrepris entre le fait de monter ma boîte et là le fait de créer ce congrès, on va dire que je suis stretchée chaque jour quoi. Et donc avant, pendant et j'ai envie de dire même après, je projette déjà que je serai stretchée après quoi. Mais c'est dans le flow, en tout cas, que moi, je suis la meilleure. C'est vraiment quand je garde mon flow que je suis la meilleure. Pas quand j'ai des résistances ou que j'ai envie de tout maîtriser, de tout contrôler. Et est-ce que alors ça c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, est-ce que tu pratiques ce qu'on appelle la boucle de reconnexion? C'est-à-dire que, quand tu réussis quelque chose, est-ce que tu te récompenses en te disant: «Ah ouais, super, génial», tu sais comme les fameux karatékas ou le je sais plus quoi, le Igai là qui fait que quelque part voilà, tu cries pour pouvoir te dire: «Ça y est, c'est la récompense», et en même temps tu marques cette récompense en te faisant quelque chose qui te fait plaisir. Oui, en fait, donc moi je l'appelais pas comme ça, mais j'appelle ça tout simplement, le fait de me célébrer et d'honorer en fait le pas que je viens de réaliser, parce que pour moi il n'y a pas de petite ou de grande victoire. L'objectif c'est vraiment d'avancer en fait. Et donc quand j'estime que j'ai envie vraiment de mettre en lumière une célébration,
en fait, je la partage en disant, bah voilà, j'ai envie de célébrer ça avec toi, voilà ce que j'ai réussi, etc., etc. Ou alors, en fait, c'est moi avec moi. Et vraiment, là, je me connecte en fait à mon corps et je fais en sorte de ressentir en fait cette reconnaissance et cette fierté de ce que je réalise en fait, mais vraiment dans une ouverture de cœur et dans de la gratitude, quoi. Donc vraiment, c'est pas du tout une partie d'ego. Tiens, t'en veux, même si ça, je le fais souvent pour rigoler ou en tout cas pour aussi lâcher. Mais vraiment, la célébration pour moi, elle est vraiment intérieure et dans cette fierté voilà, de ce qu'on réalise pour soi et pour le monde. En fait, on est vraiment dans de la réalisation de soi, en fait. Et au niveau de ta façon de percevoir, je dirais, ton avancée, si tu devais t'adresser à la petite, que tu étais il y a quelques années en arrière, bien loin, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui dirais? Tu lui dirais plutôt: «Va dans le salariat» ou «Va plutôt dans le domaine de l'entrepreneuriat»? Alors, déjà, la première chose, et c'est ce que je dis à ma fille, je lui dirais: «Suis ton cœur». Ça, c'est la première chose. Maintenant, il est clair que je lui exprimerai en fait, ma vision des choses à la fois sur le salariat et ma vision des choses dans l'entrepreneuriat. Elle, elle choisira, bah, toujours pareil en fonction de sa guidance intérieure. Mais aujourd'hui, en effet, enfin, heu, le choix est fait. C'est certain. Mmh. Quand tu as commencé à créer les réseaux, tu as commencé par quoi en fait? Par LinkedIn? Non, j'avais commencé sur Facebook. Ouais, j'avais commencé sur Facebook parce que c'est là que j'avais une communauté. Donc, c'est là où en fait j'avais le plus de personnes. Mais comme je disais dans la première partie, c'est que j'étais plutôt une femme de l'ombre. Donc, j'avais créé Facebook à l'époque, en 2008, quand j'avais fait un petit voyage, enfin un voyage autour du monde. Mais du coup, voilà, j'avais créé cette communauté en 2008, donc je me suis dit, bah tiens, c'est là où j'ai le plus de personnes et c'est eux qui vont, voilà, qui vont me suivre dans un premier temps. Et puis, je me suis fait pirater mon compte, du coup, je suis repartie de zéro. Puis après, Facebook, je sais pas, toujours pareil, dans ma guidance intérieure, je me suis dit, bah, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit vraiment là ma place, même par rapport à ma cible qui, au fur et à mesure, a évolué, qui, à la base, c'était des femmes qui étaient en quête de liberté. Et puis, finalement, moi, je suis quand même une businesswoman, j'adore l'entreprise. C'est dans ce monde-là que j'ai évolué. Donc, voilà, j'avais envie de retourner à mes premiers amours, on va dire. Donc voilà, j'ai ciblé directement bah, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise, en l'occurrence de PME. Et donc du coup, je me suis mise sur LinkedIn, sachant que voilà, j'avais déjà un compte, j'avais je sais pas 500, 800 personnes. Aujourd'hui, j'en ai 2000 et quelques, quoi. Donc en effet, le développement n'est pas du tout le même. Bah, oui, c'est vrai et puis, Facebook a changé avec le temps. Moi, c'est pareil, je dois avoir à peu près, 4 000 personnes qui me suivent sur Facebook, mais les taux d'engagement sont très minimes. Aujourd'hui, si tu fais pas de la publicité sur Facebook, bon, bah, tu pas très connu, quoi. Je veux dire, tu pas énormément de retours. Ou alors il faut publier en public, mais en public, bon, tu touches une audience qui n'est pas nécessairement la tienne, donc c'est pas non plus très, très pratique. Par contre, quand tu es arrivé sur LinkedIn, donc le réseau des réseaux pour les entrepreneurs, hein, le fameux B2B, est-ce que ça a été facile de pouvoir créer ton réseau? Tu te rappelles je dirais, de ce que tu as publié la première fois? Tu te rappelles de comment tu as gagné tes premiers abonnés? Comment tu as réussi à faire suivre effectivement ton contenu par les personnes? Qu'est-ce qui a créé les déclics et quelles ont été les différentes étapes de progression? Euh, Alors, j'avoue que je me souviens plus du tout de ma toute première publication, même si j'ai une idée, hein, ça devait être sûrement ma présentation, le fait que j'ai changé justement là où j'en suis, que j'ai quitté l'entreprise et que maintenant je suis entrepreneur pour présenter mes nouvelles actualités, etc. Maintenant, pour moi, le processus réseaux sociaux a vraiment été un vrai challenge, quoi. C'est clairement, hein, c'est le fait de devoir produire mon image, euh, la peur du regard de l'autre, le jugement, en fait, euh, le fait
de potentiellement être critiqué pour ce que l'on fait, parce que là, en l'occurrence, le syndrome de l'imposteur, je l'avais plus. Donc j'avais vraiment peur, même si j'étais en certitude de ce que je pouvais amener. Et Mmh. voilà, le fait qu'il y ait des millions de personnes sur cette toile, je me suis fait tout un film de ce qui pourrait m'arriver en critique, etc. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps, en fait, petit à petit, mais j'ai pris aussi le temps dont j'avais besoin pour me jeter à l'eau un petit à petit, en fait. Et maintenant, j'avoue qu'avant, je n'osais pas du tout mettre une photo de moi dans les posts. Et aujourd'hui, c'est quasi mon quotidien, en fait. Donc, il y a une vraie belle évolution, mais c'est surtout là-dedans que ça s'est passé pour transcender différentes croyances des croyances limitantes en l'occurrence, qui freinaient ma propre évolution en fait, et l'évolution du coup de ma société. Tu ouvres, ton LinkedIn en quelle année? Alors je l'avais déjà ouvert quand j'étais DRH, mais j'avoue que je m'en rappelle pas réellement. Ça devait être dans les années 2010, je dirais. Et puis Mmh. comme avant, à l'époque c'était Viadeo. En fait, LinkedIn n'existait pas à l'époque. J'avais ouvert mon premier compte réseau social professionnel, c'était Viadeo. Et en fait, Ouais, donc ouais, ouais. Viadeo s'est fait supplanter. Donc ensuite, j'ai créé mon profil sur LinkedIn. C'était plus comme un CV en fait, et puis comme une vitrine en fait pour promouvoir la société dans laquelle tu travailles. Et je m'en servais aussi en fait plutôt aussi comme un outil de recrutement et comme une vitrine en fait de la société. Donc ça a été mes premières utilisations de LinkedIn. Et là, depuis que je suis entrepreneur, en effet, je l'utilise en effet pour promouvoir en fait mes services, qui je suis. Euh, et ce que j'ai envie de créer pour le monde toujours. Et donc au fur et à mesure de cette étape, sur LinkedIn, les gens, qui sont venus sur ton profil ont commencé à te donner des conseils. Tu as senti qu'il y avait un peu des aficionados de LinkedIn, des pratiquants réguliers et cetera, qui étaient là en te disant: «Bah, peut-être soigne ta bannière, soigne effectivement ceci, active peut-être le mode créateur, fais ceci, fais cela». Dans tes posts, peut-être effectivement suis telle ou telle recommandation, rajoute des émoticônes, des images, ouais, des petites choses pour pouvoir aérer ton texte, le visibiliser. Alors pas vraiment. Par contre, tu as des personnes, en effet, qui viennent te voir pour te dire, bah tiens, oui, tu pourrais améliorer ce genre de choses, mais tu sens derrière que, parce que il y a du business à faire. Mais moi, tout au début, en fait, j'osais pas répondre à ces personnes-là. Je me sentais assez envahie quand même, en me disant, mais attends, si je réponds à toutes ces personnes, comment je vais faire, comment je vais gérer mon temps, enfin comment ça va se passer en fait. J'avais vraiment des peurs euh, de répondre en fait et de rentrer en contact avec les personnes. Puis après voilà, toujours pareil, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas dangereux. Et du coup, j'ai pris les quelques conseils aussi qu'on m'a donnés. J'ai eu des échanges avec certaines personnes et voilà, au fur et à mesure, avec un mindset, on va dire, d'évolution, si je puis dire, on prend aussi, comme je le disais tout à l'heure en première partie, moi j'aime modéliser en fait sans copier, c'est-à-dire que j'aime m'inspirer en fait de personnes qui eux ont réussi, qui savent ce qui fonctionne parce que eux sont des experts dans leur domaine et que ça marche. Donc je vois pas pourquoi je ne le ferais pas à ma manière toujours, mais en tout cas de prendre leurs conseils et leur expertise. Et tu as senti que donc la clé de voûte commençait à basculer de 2010 à 2024, par exemple. À quel moment où tu as vu que ton taux d'abonnés commençait à grandir, que effectivement tes posts commençaient à être de plus en plus vus, que tu as senti également qu'il fallait que tu axes tes angles par rapport à ta cible au niveau informationnel, au niveau, je dirais, au niveau de la conversion, etc. À quel moment tu commences à bien pratiquer par rapport justement à toute cette itération et tu vois que les résultats sont là et que, voilà, et que ça transforme. Alors c'est plutôt récent quand même, hein. J'ai envie de dire que c'est depuis le début de l'année, peut-être fin d'année dernière, où les choses ont commencé à s'accélérer. C'est que moi, j'avais un meilleur alignement déjà, donc j'étais beaucoup plus cohérente dans mes posts. Ouais, j'avais trouvé ma cible, ma vision, et donc là, en fait, voilà, à partir du moment où la vision est claire et ta cible est claire, c'est plus simple en fait de communiquer
sur qui l'on est, ce que l'on propose, ce que l'on fait. Et en plus de ça, j'ai ce fameux projet du congrès. Donc en fait, le congrès est vraiment mon fil conducteur pour promouvoir qui je suis, mes services et ce que j'ai envie de faire pour impacter le monde, comme je l'ai dit depuis le début. Donc c'est l'intérêt en fait aussi des personnes, l'équipe aussi avec qui je travaille, parce qu'aujourd'hui j'ai su aussi m'entourer d'une équipe d'experts qui m'aident à promouvoir mes réseaux sociaux, mes communications, la manière dont je communique aussi au congrès. Donc en fait, en effet, j'ai de plus en plus en fait de visibilité et d'impression de mes posts et du coup d'engagement. Sachant qu'en plus là, avec les conférenciers qui sont engagés aussi pour le congrès, chacun engage à travers des valeurs et du coup permettent aussi cette mise en lumière, à la fois en se permettant eux leur propre mise en lumière, mais ils me permettent aussi moi d'être en lumière. Donc je pense que pour moi, le point clé, c'est vraiment le projet, quoi, la mission, la vision de ce que l'on veut faire, quoi. D'accord, ouais, l'achèvement de ton objectif, quoi, en fait. Mm. Ouais, Ouais, c'est ça. l'achèvement de ta vision, quoi, ouais, on va dire. D'accord, OK. Si vous avez entendu un petit bruit, c'est pas de mon côté, hein, c'est du côté de Julie, hein. J'ai entendu un Ah, ding-dong qui est ok. arrivé. Ah non, Je sais OK. pas, c'est peut-être une notification quelque part, c'est pas grave. On est sur internet, hein, c'est normal, hein. Life is life, comme disait la chanson. Au niveau de, pour rester sur LinkedIn, ta façon d'écrire, tes posts a changé, je dirais, là aussi quand tu as eu cette vision, quand tu as décidé de lancer cette, grande conférence, ce gros événement, tu as changé ta façon d'écrire, c'est-à-dire que tu as mis plus de storytelling, tu as mis du copywriting, tu as essayé de travailler l'émotion au travers de tes textes, etc. ou pas? Oui, complètement. En fait, alors, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est pas du tout ma zone de génie, donc je me suis aussi aidée pour test de ChatGPT, enfin voilà, de l'intelligence artificielle, pour voir dans quelle mesure, voilà, ça pouvait corroborer avec moi, avec qui je suis et ce que j'ai envie de livrer comme message. Maintenant, il y a différentes choses, hein. Il y a la manière en effet émotionnelle, il y a la partie pragmatique et l'idée c'est de pouvoir vraiment parler à l'esprit des différentes personnes en fait. Donc ça oui, c'est important pour moi de mettre entre guillemets les mains dans le cambouis justement pour voir toute la difficulté que c'est de rédiger des posts, même avec l'IA hein, d'ailleurs. Euh, mais maintenant, c'est quelque chose que je délègue, je me fais aider en fait dans la rédaction de mes posts pour avoir davantage de comment dirais-je d'impact en fait. Et comme ça, moi, ça me permet aussi Et, d'œuvrer si- dans ma zone de génie à moi quoi. et sinon, tu as essayé par toi-même d'utiliser ChatGPT 4 par exemple et de faire un prompt en lui disant bah tiens voilà je veux ça en article pour LinkedIn. Voilà, tu as fait tes petits tests avant de passer à Ouais, la ouais. délégation? Oui, oui, j'ai fait mes tests. Donc les prompts, etc. J'avais même, enfin voilà, on pouvait récupérer hein, de toute façon des prompts à me proposer à droite, à gauche justement hein, justement d'autres personnes sur LinkedIn proposent aussi des prompts gratuits ou dans le cadre de masterclass auxquels j'ai pu assister, etc. Euh, mais voilà, j'avoue que j'ai énormément de travail là avec le projet du congrès. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi mettre mon énergie là où je suis la plus experte moi-même, en fait. Donc pas forcément dans les posts LinkedIn. En tout cas, dans la rédaction des posts LinkedIn. Et le fait de déléguer comme ça, là aussi c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ça t'a donné envie peut-être aussi d'augmenter tes prix par rapport à tes offres? Parce que tu t'es dit: «Bah là, tiens, ça va me coûter, quand même un budget, hein, le budget communication, le budget effectivement, de visibilité réseaux sociaux et cetera». Bah voilà, tu délègues donc quelque part, bah, il faut que tu réserves un budget pour ces gens-là, hein, parce que, tout travail, mérite salaire. Donc à partir de ce moment-là, tu as changé tes prix, tu as refait de l'A/B testing, tu as repositionné effectivement tes offres. Clairement, clairement non.
Heu, Maintenant, j'ai envie de dire, c'est un peu différent entre l'offre du congrès et mes offres, moi, que je propose de manière d'accompagnement, que je propose aux chefs d'entreprise, puisque je ne communique pas réellement en fait sur mes offres et sur l'accompagnement que je réalise avec les chefs d'entreprise. Là, je communique réellement, strictement sur le congrès. Donc là, oui, en effet, j'ai intégré dans le budget du congrès et dans le budget voilà, du billet du congrès, bah oui, cette charge, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà. Peut-être que demain, quand je communiquerai réellement sur mes accompagnements de service, sur vraiment ce que je crée pour chaque chef d'entreprise, oui, possiblement, j'intégrerai sûrement le coût de cette prestation, en effet. Oui, donc ce que les gens doivent bien comprendre, en t'écoutant, c'est et en te regardant, c'est qu'en fait, toute la délégation, elle est marquée sur sur la conférence, du moins sur Oui, complètement. l'événement. D'accord, OK. Oui. Oui, plus pour l'accompagnement, c'est pas encore à la délégation, ça le sera peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est toi qui fais avec effectivement ce que tu sais faire, quoi. Exactement. OK. Exactement. Alors, on va passer justement à cette partie un peu formation, un peu coaching, un peu accompagnement, pour les gens qui nous écoutent et qui sont preneurs, qui souhaiteraient, donc être accompagnés. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as détecté chez les solopreneurs? Quels sont les 3, allez, les 3 freins, les 3 syndromes de l'imposteur, qui les bloquent et où tu as décidé effectivement de leur, proposer effectivement tes services? Alors, pour la partie solopreneur, parce que du coup, j'accompagne aussi les chefs d'entreprise de PME et c'est d'ailleurs là peut-être aussi plus ma cible. Mais pour les Tu peux faire les solopreneurs, 2, hein, tu peux faire solopreneur et puis également, PME, hein, comme ça on aura ouais, les ouais, ouais, complètement. Sachant elles sont quand même un petit peu différentes. Pour les solopreneurs, c'est vraiment le côté mise en lumière. Donc vraiment de transcender justement cette peur euh, du regard de l'autre et ce syndrome de l'imposteur par rapport aux réseaux sociaux. Ça, c'est clair que c'est fondamental. En tout cas, je l'ai rencontré chez tout le monde. Ça, c'est une grosse démarche à faire, mais aussi sur l'accompagnement de la cible. Maintenant, ce qui est très commun entre le solopreneur et le chef d'entreprise, c'est la vision. Attendez, je ferme juste ma fenêtre. la vision, donc. Voilà, ce qui est vraiment commun entre les deux, c'est vraiment la vision. C'est le manque de clarté du pourquoi on crée le service que l'on crée ou l'entreprise que l'on crée. Là-dessus, il y a encore trop à mon goût de personnes qui savent pas réellement pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors, ils ont des raisons comme gagner de l'argent ou être libre, avoir plus de temps, avoir plus de congés ou ce genre de choses, mais c'est pas la raison de l'essence du réel pourquoi en fait ils font les choses et ce qui va leur permettre quand ils vont être en pleine tempête de pouvoir tirer les ficelles et se dire ok, je garde le cap malgré la tempête, j'y vais, j'avance. Et ça, ce qui fait tenir ça, en fait, c'est le réel pourquoi on fait les choses. Et souvent, et très souvent, c'est quand on lie la vision à la contribution au monde ne serait-ce à sa famille, en fait, ou à ses amis, peu importe. Mais il y a vraiment une notion de contribution. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui, moi, me tient particulièrement à cœur, clairement. D'accord, et alors la troisième. Et la troisième, donc, une autre. Alors, on va dire que c'est la posture. La posture du solopreneur et ou même du dirigeant en fait, hein, la posture vis-à-vis des clients, vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis même des fournisseurs. En fait, c'est la posture que je mets intrinsèquement en lien avec la responsabilité et le leadership. D'accord. Est-ce qu'ils ont un problème de positionnement aussi au niveau prix, au niveau pricing? Est-ce que toutes ces personnes qui créent des choses savent se vendre ou pas? Alors les solopreneurs, en effet, c'est vrai que c'est souvent des discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre eux sur en effet, ça rejoint un petit peu
ce qu'on pouvait dire tout à l'heure par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est qu'en effet, ils ont du mal à évaluer en fait la valeur de leur service et souvent, ils évaluent la valeur de leur service avec leur propre valeur à eux. Donc, souvent, ce qui est important à faire comprendre, c'est le fait de pouvoir se détacher de la valeur du service et de sa propre valeur. En fait, ce qui est vendu, enfin, c'est quand le client dit non, il dit pas non à la personne, il dit non à la proposition, en fait. Donc ça, c'est vraiment très très important parce que souvent, ce que l'on voit chez les solopreneurs, c'est qu'ils font l'amalgame en fait par rapport et moi je l'ai fait aussi, attention, je suis pas en train de moi j'ai fait aussi cet amalgame et l'idée c'est vraiment de pouvoir se détacher de ce côté prix pour pouvoir justement se dire ok, rentrer dans de la certitude, dans de l'ancrage et se dire ok, ma prestation elle vaut tant parce qu'elle apporte ça, ça et ça et voilà les résultats qu'il va y avoir, donc c'est tant. Voilà. Est-ce que ces solopreneurs également, ce que tu aurais remarqué, qu'ils auraient tendance à vendre à perte? C'est-à-dire que, voilà, ils évaluent mal leur cotation effectivement de prix et en fait, bah, voilà, une fois qu'ils ont vendu, OK, mais ça paye pas les charges, ça paye pas ceci, ça paye pas cela et ils se retrouvent en fait, ou alors tout simplement ça paye les charges et ils se retrouvent pas d'une certaine manière à pouvoir se payer quelque chose pour eux, quoi. Oui, complètement et en plus j'irais même plus loin, c'est qu'au début les solopreneurs et là je raconte aussi un peu mon histoire, hein, clairement, c'est qu'on a tendance à vouloir faire du gratuit pour aussi se «promouvoir» entre guillemets et pour dire voilà, «tester avant d'acheter» entre guillemets. Mais ça en effet, ça prend une énergie folle, et c'est pas forcément donner aussi un bon signe, à la personne qui est en face. Donc il y a 2 écoles là-dedans, mais en tout cas, moi aujourd'hui, ça, j'en reviens. J'ai très peu fait de gratuit et je suis très contente pour que justement, voilà, j'ai ma crédibilité directement parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai choisi cette voie, je me suis formée et je suis certaine en fait des services que j'apporte et donc je peux dès à présent en fait pouvoir euh, en tout cas valoriser ma prestation. Et, euh, Alors, et pour revenir sur pour la question de la perte, ouais. ouais, ouais, pour Non, juste, vas-y, juste vas-y, vas-y, compléter, continue, ouais. ouais, ouais, c'est que justement, en effet, les premiers prix, ils sont mis, donc on se dit, bah tiens, je vais les mettre un peu bas, comme ça, bah je vais pouvoir attirer plus de personnes. Mais ça, c'est pareil, c'est pas juste en fait. Donc pour moi, le prix, il est juste et pareil, il se ressent au niveau de la guidance, quoi. D'accord et quand tu dis effectivement solopreneur, hein, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, que ça soit très, très clair dans la tête des gens, on parle des micro-entrepreneurs, quoi, en fait. On parle des gens qui sont, ouais, qui sont auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs Oui, tout à fait. ou En tout cas, des freelance. Mais bon, personnes. freelance, c'est pareil, il y en a beaucoup qui sont, Ouais, alors pour moi, solopreneur, clairement, je mets toutes les personnes qui entreprennent et qui sont seules. d'accord. Pour Donc faire ça peut être effectivement, une URL, ça peut être, une SASU à titre, unipersonnel, ça peut ouais d'accord, une SA à titre, unipersonnel également. Oui, toi tu considères effectivement que le solopreneur, c'est une personne qui entreprend seule dans son domaine d'activité? complètement, OK, complètement. Là, moi, je d'accord. j'y mets pas de définition en lien avec le statut. D'accord. Une autre chose également qui m'intéresse de savoir, c'est, est-ce que dans, ces solopreneurs dont tu t'occupes, que tu accompagnes, est-ce que tu remarques également qu'il y a un problème de compétences? Voilà, il y a des gens qui s'amènent dans un marché et en fait, tu t'aperçois qu'ils ont pas de compétences, quoi. C'est-à-dire que quelque part, ils le font parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ça leur fait plaisir de se lancer là-dedans, mais en même temps, tu t'aperçois qu'il y a pas nécessairement de compétences au bout et est-ce que tu les diriges justement à pouvoir se former, à pouvoir acquérir cette compétence pour acquérir ensuite une expertise et vendre cette fois-ci non plus au prix, je dirais, de la valeur du produit ou du service, mais vendre à la valeur de la compétence ou de l'expertise. Alors, j'en ai peu rencontré, hein, clairement, des personnes qui n'avaient pas forcément les compétences pour lesquelles ils se lançaient.
Ça veut pas dire que j'en ai pas rencontré. Maintenant, c'est pas forcément moi des personnes que j'accompagne, mais ce que j'ai eu l'habitude de leur enfin ce que j'ai eu l'habitude de dire, c'est oui, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que, le syndrome de l'imposteur pour moi, il a différentes phases. Si vraiment, hem enfin pour moi, il y a une partie du syndrome de l'imposteur qui est en lien justement avec possiblement un manque de compétences. Donc c'est d'aller voir, ce que le résultat qu'il veut créer, de quoi aujourd'hui, il a enfin quelles sont ses compétences actuelles et quel est le delta. Et en fait, souvent, une bonne partie du syndrome de l'imposteur peut être résolu avec justement en résolvant ce delta de compétences. Donc soit par une formation, soit ne serait-ce en regardant, en lisant un livre ou en regardant une vidéo YouTube. Mais surtout, ce qui est le plus important pour moi, c'est l'action. C'est-à-dire que on aura beau lire des livres, on aura beau écouter des experts à la télé ou ce qu'on veut dans les podcasts, peu importe. En fait, si on ne met pas en action et si on n'expérimente pas nos compétences, en fait, le syndrome de l'imposteur, on l'aura toujours et en plus, on n'avancera pas. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment le mot-clé, c'est l'action. Ouais, ce que tu dis là m'évoque, en fait, quelque chose que j'ai entendu souvent. On peut avoir, par exemple, une idée, dans le monde, il y a 2000 personnes qui ont, la même idée au même moment. Il y en a 200 effectivement qui vont penser à cette idée et pouvoir faire déjà quelque chose avec cette idée. Il y en a 20, qui vont conceptualiser l'idée et il y en a 2 qui vont passer à l'action, quoi. Ouais. C'est vrai que l'entonnoir, le goulot d'étranglement, il est quand même très très étroit au fur et à mesure effectivement des étapes. Au niveau de toi, en tant que solopreneur justement, est-ce que ce que tu nous as évoqué, dans tous ces freins, dans tous ces blocages, dans toutes ces, comment dire? Ce manque de compétences peut-être, ces étapes, au fur et à mesure qu'on peut acquérir quand on est, entrepreneur, comme on le dit, hein, on n'est pas entrepreneur, mais on le devient au fur et à mesure des années, en pratiquant. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi de ton côté et c'est ce qui te permet aujourd'hui, parce que tu l'as vécu, de pouvoir donner effectivement une expérience de terrain? Oui, complètement. Clairement, tout ce que j'ai dit, c'est des choses que moi-même j'ai vécues, que j'ai transcendées. Et puis j'ai aussi surtout un adage pour lequel, enfin c'est ce qui crée mon alignement, c'est que moi je n'enseigne que enfin j'incarne euh, ce que vraiment j'ai transcendé quoi. Et j'enseigne uniquement ce que j'ai transcendé. J'ai encore franchement du chemin à faire. Mais en tout cas, voilà, je ne parle uniquement des expériences que moi-même j'ai traversées, des croyances que j'ai transcendées et de ce que je suis capable d'amener. Pour moi, elle est là, la richesse de pouvoir donner des exemples concrets de terrain. Euh, Parce que sinon, on continue à lire des livres, en fait. Enfin, c'est vraiment ça le truc. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'admire aussi chez les autres personnes quand ils racontent leur histoire, quand ils racontent leurs pépins, leurs galères, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vit et c'est ça la richesse et c'est ça l'âme, en fait. C'est ça qui fait notre parcours et qui l'on est, en fait, tout simplement, quoi. Donc ouais. Et tu as eu du mal, toi aussi, à passer à l'action, à pouvoir effectivement éclater ce plafond du syndrome de l'imposteur en te disant, allez, cette fois-ci, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Ou alors, est-ce que tu avais tendance à procrastiner et tu te disais, oh non, c'est pas grave, je le remettrai à demain. Oh non, aujourd'hui, je suis pas très en forme. Allez, hop, je vais faire des courses ou je vais courir ou je vais marcher, etc. Donc, est-ce que tu procrastinais, tu remettais au lendemain et qu'est-ce qui a fait que un jour, effectivement, tu t'es dit non, là, c'est plus possible. Maintenant, il faut passer à l'action et voir ce que ça donne. Ouais, alors clairement, hein, je suis passée par cette phase hein, de procrastination, c'est une certitude absolue. Heu, Maintenant, je réduis en fait de plus en plus parce que ça m'arrive encore, hein, clairement, ça m'arrive encore. Maintenant, ça me questionne. Je me dis: «Tiens, qu'est-ce qui fait que je procrastine?» C'est intéressant et du coup, je vais chercher en fait, toujours l'indicateur en fait qui vient faire que je procrastine. Donc, pour moi, là, déjà, c'est d'être conscient qu'on est en train de procrastiner et d'être conscient que quand je vais aller courir, finalement, je vais pas courir pour aller faire un exutoire, mais je vais courir vraiment parce que je fuis, ce que j'ai à faire. Donc, c'est important aussi d'avoir cette conscience-là. Maintenant, comment je pourrais dire? Ce qui m'a poussée à aller à l'action, c'est plutôt justement là où je veux aller. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision en fait, et si je ne transcende pas mes croyances, je ne pourrais pas.
marcher sur, le chemin de cette vision. Donc c'est vraiment cette vision-là qui me porte et qui me donne, bah, ouais, comme je le disais tout à l'heure, qui me donne des ailes et c'est ça qui me fait pousser, qui me pousse à l'action, vraiment. Et parfois, je demande, parce que je fais partie d'un groupe de mastermind, je demande aux filles du mastermind de me dire: «OK les filles», donc je m'engage déjà auprès d'elles et je leur demande aussi de me dire: «Allez, tu vas là maintenant, c'est go, c'est maintenant, quoi». Et du coup, bah, voilà, j'ai envie d'y aller, ça m'aide, je me sens en sécurité, je me sens aussi, aidée, soutenue. Donc c'est le genre, voilà, de façon qui me permettent de passer à l'action. Ça t'est jamais arrivé de pratiquer, ce qu'on appelle la loi de l'attraction? C'est-à-dire de coller effectivement des feuilles de papier, des post-it, sur ton armoire, dans ta chambre et cetera, la salle de bain, en répétant toujours la même phrase ou en mettant une photo qui correspond à ta vision ou qui est en reflet effectivement, qui pourrait générer effectivement le résultat de ta vision. Il y a plein de gens, hein, qui font ça, j'en connais beaucoup et bien souvent d'ailleurs, des gens que vous connaissez qui sont célèbres et vous seriez très étonné, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, comment les gens peuvent travailler leur vision, leur suggestion par la loi d'attraction. Bon, après on n'y croit pas, mais c'est vrai que ça peut être très 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 puissant. Est-ce que toi, tu as voulu essayer et, pour pouvoir justement mettre une image, voilà, avec je sais pas moi un tas d'or ou j'en sais rien, qui pourrait évaluer donc le niveau que tu voulais atteindre, et puis des phrases tout à fait spécifiques que tu répètes chaque matin. Bref, est-ce que tu étais tombé dans une sorte de routine un peu de la loi d'attraction? Oui, complètement. C'est quelque chose que j'utilise, alors j'allais pas dire dans mon quotidien, mais en tout cas qui est avec moi. Moi, je travaille avec la vie, je travaille avec, j'aime trouver des synchronicités dans ma vie, j'aime donner du sens, en fait, à tout ce que je vis, que ce soit bon ou moins bon. D'ailleurs, pour moi, il y a pas de bon ou mauvais, en fait, c'est comme ça. C'est juste la vision que j'y mets qui donne la couleur de, bah, c'est pas bon ou c'est bon. Hem Ça veut pas dire que je vis pas de la tristesse, de la colère et cetera, on est bien d'accord. Mais en effet, bah, là, tu vois, j'ai une phrase ici, j'écris sur mes fenêtres, je colle des images, j'ai des citations dans tous les sens. Hem, Maintenant, la loi de l'attraction, c'est toujours pareil, il y a, la formule, alors je voudrais pas la donner parce que j'ai peur de me tromper, mais il y a de toute façon, il y a en effet, il y a ce qu'on visualise, mais il y a ce qu'on vibre surtout. Parce que moi, je peux visualiser ou vouloir une maison à 1 million d'euros. Si je la vibre pas, je l'aurai jamais en fait cette maison à 1 million d'euros. Là, et aujourd'hui, bah, je l'ai pas parce que de toute façon, c'est pas ça qui me fait vibrer complètement. Donc c'est travailler aussi avec les fréquences, travailler aussi en multidimensionnel, mais bon, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, c'est peut-être un peu trop perché entre guillemets. Mais pour la loi, pour revenir à la loi d'attraction, pour moi, en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'être en action. C'est vraiment de pouvoir visualiser les choses et de se mettre en action. Un champion olympique, en fait, il reste pas sur son canapé à regarder les autres courir. Il va courir, quoi. Ouais, tout à fait. Dans ce que tu essayais de nous expliquer là, oui, c'est en fait ressentir le résultat comme si d'une certaine manière il était déjà accompli. C'est-à-dire que le corps doit Complètement, ressentir les émotions comme si elles étaient déjà validées. Et le mental doit complètement. ressentir également l'exécution effectivement du résultat, comme s'il était en train de le vivre. Voilà, pour attirer. Alors par contre, il y a une chose qui est vraie aussi dans la loi de l'attraction et dans tout ce qui peut être comme ça magnétique, puisque tout est énergie dans la vie. Il faut être dans la loi des contraires, c'est-à-dire que si vous mettez deux aimants l'un en face de l'autre, ils vont s'attirer. Si par contre vous en déclinez un et à partir de ce moment-là vous travaillez sur le sens négatif en fait des champs énergétiques, eh bien là vous êtes dans le relâchement. Et si par exemple vous pensez que bah voilà vous voulez de l'argent et qu'il vous faut de l'argent et voilà et que vous voulez donc gagner, je sais pas, au loto ou autre. Et si vous pensez toujours à ça, eh bien vous en aurez jamais parce que vous serez toujours dans la loi positive de l'attraction. Par contre, si vous faites un biais et qu'à partir de ce moment vous basculez votre idée en relâchant et en ne pensant plus à ça, eh bien à partir de ce moment vous verrez que les choses arrivent à vous. Et c'est vrai, hein, c'est vrai pour des petites choses. Mais oui, ce que tu disais est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle le rapport de l'échelle de Bovis, hein, la vibration. Il faut être à un certain taux vibratoire pour pouvoir rentrer en fréquence avec l'énergie qu'on veut atteindre. Complètement. Mais ça, c'est vrai, hein, tu as tout à fait raison.
En tout cas, on a compris que oui, que derrière toi, il y avait les ailes, hein. On a vu que dans la partie 1, on en avait parlé. On sent bien que quelque part, tu es quand même très imprégnée, Julie, par cette partie naissante, en fait, hein, je pourrais dire presque de l'angiologie, c'est-à-dire voilà, les heures doublées, les signes, les synchronicités, etc. Tu avances suivant effectivement ce qu'on te présente à toi, en fait, ce qu'on pourrait nommer comme les règles de l'univers ou les lois de l'univers, qui en fait t'envoient des messages et t'essayent effectivement d'avancer dans ce tracé-là. Et je pense qu'il y a plein de gens, hein, qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont comme toi, c'est-à-dire que aussi bien les hommes que les femmes. D'ailleurs, moi, je rencontre des personnes, et je pense d'ailleurs à des gens que j'ai interviewés, Hélène Mansalier qui a écrit des livres sur les anges, etc. Euh, c'est très important de pouvoir regarder, d'être attentif aux signes, parce que quand on est entrepreneur, en fait, bien souvent, on a la tête dans le guidon, et puis on pense pas à regarder un peu à ce qui se passe à côté, et on n'a même pas effectivement d'ailleurs la conscience du consommateur. On n'est que producteur, on n'est que dans la pensée créative. Donc, on est à l'inverse, effectivement, presque de ce qu'on fait, quoi, parce qu'on n'a pas le résultat final. Et ce que tu nous disais là est très très important. Alors, je vais poursuivre dans cet axe-là, justement dans cette histoire de vision. Il y a des gens, par exemple, qui ont une vision et puis au bout d'un moment, bah voilà, ils se fatiguent par rapport à leur vision parce qu'ils disent voilà, ça se réalise jamais. Je me souviens d'un bouquin de Napoléon, euh, comment être riche, ou le titre est à peu près comme ça, et en fait où il dit que il faut jamais effectivement abandonner, parce que si vous abandonnez à la 200e fois, et que vous avez pensé à votre vision, que vous l'avez répété, que vous l'avez projeté dans votre tête comme un fil, effectivement comme un film en fait de cinéma, et que vous arrêtez à la 200e, c'est à la 201e que effectivement les choses vont se présenter. Toi, comment tu fais pour ne pas arrêter, pour ne pas effectivement faiblir, pour ne pas, je dirais, fondre ta force de vision? Alors parfois j'ai des moments de doute, hein, clairement, hein, et parfois je faiblis aussi, hein, devant ma vision. Maintenant, en fait, parce qu'elle vibre, j'ai fait, enfin, je me suis mis vraiment en résonance avec ma mission de vie. En fait, je suis contente. Ça veut pas dire que elle évolue pas, en fait. C'est parce que à partir du moment, enfin, j'ai la vision, mais j'ai aussi la grande vision et encore la grande vision, en fait. Et c'est comme si, en tout cas dans mon esprit, c'est superposé. C'est-à-dire que là, je peux parler de manière très pragmatique à des chefs d'entreprise, mais en fait, ma grande vision, si on veut être vraiment dans le cœur, c'est que moi, je suis venue sur Terre pour incarner la joie et pour élever les vibrations de la Terre. Ça, c'est ma grande vision. Maintenant, je vais pas dire ça aux chefs d'entreprise et je vais pas leur dire que c'est pour ça que je veux les coacher, etc., etc. Ça n'aurait pas de sens pour eux. Donc c'est la manière en fait que j'ai trouvé dans cette incarnation de remplir en fait ce pourquoi je suis venue sur Terre. Donc donc voilà, c'est comme ça en fait que je ne faiblis pas, j'oublie pas en fait pourquoi je suis venue. Et en fait, c'est ce qui me fait du bien surtout. C'est ce qui me nourrit. C'est vraiment ça vient me nourrir en fait. Oui, mais je pense que l'audience, là aussi, comprend ce que tu dis. C'est-à-dire que, en fait, tu nous parles d'espace temporel. C'est-à-dire que la vision, c'est un espace temporel. Bon, là, on est là, voilà, on fait une vidéo. Mais quand toi, pour ton événement, par exemple, pour ta grande conférence, est-ce que quelque part, tu l'avais déjà imaginé, cette conférence? Est-ce que tu l'avais vécu? Est-ce que tu te voyais déjà en train de l'organiser? Tu voyais déjà le nombre de personnes qui étaient présentes? Tu entendais les bruits? Tu voyais les différents stands, etc. Est-ce que c'était déjà matérialisé dans ta tête avant que ça se fasse? Alors, eh bien, alors inconsciemment peut-être, consciemment non.
Ça s'est créé vraiment au fur et à mesure, en fait. Typiquement, c'est comme si j'avais été inspirée, on va dire. Ça s'est passé, j'étais à un concert de Taïro, une amie à moi qui faisait la première de Taïro. Taïro, c'est un ancien reggaeman que j'écoutais quand j'étais ado. Et en fait, à un moment pendant le concert, il s'est arrêté de chanter et il a dit: ce soir, c'est moi qui suis là, demain, ça sera toi. En fait, quand il a donné cette phrase, alors qu'il me regardait même pas, hein, on était, je sais pas, des milliers dans la salle de concert. En fait, c'est comme si, en fait, j'avais pris cette phrase pour moi. Je sais pas, il s'est passé quelque chose dans mon corps, une espèce d'ouverture, comme une autorisation à aller encore plus loin que ce que j'avais toujours fait. Et là, en fait, est venue cette image de concerts, de plein de personnes. Et après, il y a ce nombre 300 qui est arrivé. Donc, clairement, c'est inspiré. J'ai même pas, enfin, je peux pas dire pourquoi. J'ai pas de raison rationnelle à donner. Euh, ceci étant dit, j'ai construit au fur et à mesure et je construis encore aujourd'hui au moment où je te parle, je construis encore ce congrès. Maintenant, de plus en plus, au début je l'imaginais en me disant mais attends, c'est moi qui vais faire ce congrès pendant 2 jours, mais attends non, je suis pas capable. La syndrome de l'imposteur, en effet, aujourd'hui je peux dire que je ne suis pas capable de faire un congrès de 2 jours moi toute seule, comme un Tony Robbins ou un David Laroche ou ce genre de personnes. Ça c'est impossible pour moi. Donc après j'ai construit en ressentant donc ces 300 personnes, en me mettant sur scène et en me disant ok non moi je suis pas capable d'être là toute seule sur scène, donc comment je vais faire, et en fait toujours pareil, c'est ma guidance intérieure, mon intuition, et j'ai construit en fait pas à pas les différentes choses, et j'ai laissé mon flow arriver, toujours en ayant ma vision en tête de ok, ce congrès il a un sens, c'est que je vais réunir ces 300 chefs d'entreprise pour répondre à l'impact que je veux avoir dans le monde, au changement de paradigme que je veux créer dans les entreprises, pour derrière aussi financer des associations pour l'éducation de nos enfants, parce que j'aimerais aussi qu'il y ait de la connaissance de soi dans nos écoles, dans notre éducation, et tout ça en fait pour élever les vibrations de la Terre. En fait, c'est ça vraiment mon schéma, il est là en fait. Ouais, donc tout est parti de cet artiste, en fait. Il te dit: «Ah bah tiens, demain, pourquoi ça serait pas toi?» Et en fait, ça me fait penser à une sorte de chaînage, tu vois? La Le chaînage du possible. Comme toi, par exemple, par rapport à ton événement, demain, si tu vois une autre personne, où tu es sur scène, tu dis: «Bah, pourquoi pas toi?» Et il y aura peut-être quelqu'un qui va réaliser autre chose. Tu vois? C'est une sorte de chaînage du possible, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des espaces temporels ou intemporels. C'est que quelque part, en fait, c'est comme si tu étais appelé à pouvoir créer quelque chose qui va se réaliser. Eh ben, complètement, complètement. C'est N'hésitez exactement pas à ça. me dire en commentaire, d'ailleurs, à nous dire en commentaire sur cet épisode, ce que vous pensez, hein, de cette idée comme ça, de demain, ça sera toi, ce chaînage des possibles, le fait de tendre un peu, là on sort des Jeux Olympiques, le fait de tendre la flamme pour que d'autres la portent et la réalisent. Dites-nous si ça vous est arrivé déjà, et si vous pensez que d'une certaine manière, vous allez construire quelque chose au travers de cette idée, de cette injonction, en fait, de cette proposition. Et je trouve ça assez intéressant. Est-ce qu'il t'arrive aussi, Julie, de te tirer les cartes? Voilà, c'est un truc qui me fait toujours marrer, moi, quand on commence à me parler de choses, un peu de spiritualité ou d'ésotérisme. Est-ce que tu te tires les cartes toi-même pour savoir Ouais, ouais. justement au niveau de ta boîte, au niveau de tes projets, etc., si c'est valable, si c'est pas valable, et est-ce que tu le fais sérieusement, surtout? Oui, oui, alors de temps en temps, en effet, je me tire une carte. J'ai plusieurs oracles, donc de temps en temps, je me tire les cartes, mais surtout, j'ai un ami à moi qui tire les cartes de tarot, et quand on se voit, en général, on se fait une grosse séance, et là, je pose des questions bien plus profondes pour aller voir une éventuelle stratégie, une éventuelle guidance, des questionnements, et j'aime en tout cas pouvoir utiliser tout ce qui est tout ce qui nous est donné quelque part. Maintenant, ce que j'oublie pas, c'est mon propre discernement, et ce qui résonne vraiment véritablement à l'intérieur de moi, quoi. Je prends pas pour argent comptant ce qu'on me dit ou ce qu'on me livre. Vraiment, c'est à l'intérieur que ça se passe en fait. Mais par rapport à cet ami qui te tire les cartes, il y a combien de taux de pourcentage de réalité par rapport à tout ce qu'il t'a dit depuis que tu le connais, au niveau de la véracité des propos?
Alors, c'est là que c'est intéressant et on pourrait parler de biais cognitifs après, mais en fait, en gros, souvent, j'ai envie de croire aussi. Et puis, quand on regarde le jeu de cartes, en fait, le tarot de Marseille, en l'occurrence, en fonction de la question, s'il y avait une personne à côté de moi, elle interpréterait les cartes de manière complètement différente que moi. Donc, quelque part, dans l'interprétation des cartes, on obtient finalement ce qu'on a envie de voir, d'obtenir. Et donc, j'ai envie de dire, dans la véracité, j'ai 99,9%. Parce qu'après, on en fait aussi une vérité, puisqu'on a envie que ça se passe. Donc, vu que nos pensées sont créatrices, on vient le créer en fait dans l'énergie et pour ensuite le mettre dans la matière. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. D'accord. Au niveau alors on a parlé dans la partie 1 des bouquins. Bon, toi, tu nous as dit plutôt que tu étais, plus sur le domaine de la vidéo, des podcasts, à part effectivement, donc 2 livres, un de Tony Robbins et l'autre c'était, Parole de Dieu ou je sais plus, quelque chose comme ça? Conversation avec Dieu. Voilà, Conversation avec Dieu. Donc ça, vous pourrez vous renseigner, hein, sur Amazon, vous allez trouver ça, sans aucun souci. À ton avis, le fait d'être en veille en tant qu'entrepreneur, c'est important? Il faut rester en veille par rapport à tout ce qui se passe dans son secteur, dans son marché? Ou est-ce qu'il faut étendre un peu, justement la veille, de façon à pouvoir aussi rester en veille par rapport à l'humain qu'on est, hein, par rapport à notre évolution? On parlait de spiritualité, et cetera. Est-ce qu'il faut tenir une veille donc à la fois technique, pour notre business, mais aussi une veille pour soi-même? Ouais, complètement. En tout cas, pour moi, c'est indissociable dans le sens où, prioritairement, donc la veille sur moi, puisque tout part de moi, en fait, hein. Donc c'est d'abord, en effet, toute la veille sur moi. Mais après, typiquement, moi, ma cible, les chefs d'entreprise, les PME, aujourd'hui, je connais aussi leurs problématiques. Ils n'ont pas forcément encore cette intuition ou cette gestion, on va dire, des énergies encore très développés, donc ils sont beaucoup appréhendés par les actualités, par la politique, etc. Donc clairement, aujourd'hui, moi, je me tiens informée des actualités, en tout cas de ce que eux pourraient écouter. Et pour en fait déjà comprendre le mindset dans lequel ils se trouvent, dans lequel ils sont, les peurs que ça peut créer, les croyances que ça vient générer. Et aussi pour pas être à côté de la plaque en fait complètement et être crédible dans qui je suis et d'être ancré parce que malgré tout on vit sur cette planète avec ce qui se passe dans la réalité quoi. Maintenant ce que j'apporte c'est une nouvelle vision des choses, c'est le fait que les faits sont là, les faits ne peuvent être changés. Par contre, ce qui peut être changé, c'est la manière dont on les vit. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça ma valeur ajoutée, ma zone de génie, c'est vraiment de permettre à ces chefs d'entreprise de changer d'angle et de ne pas être en souffrance à travers justement des organisations ou des politiques qui de toute façon vont tomber et ça va se passer. Donc, euh, donc voilà, c'est le seul pouvoir qu'on a pour moi, en tout cas, c'est vraiment de pouvoir voir les choses de manière différente. D'accord. On va passer à la section, portrait chinois, donc alors c'est des questions assez rapides. En fait, quels sont les 3 films qui t'ont le plus marqué? Les films, qu'on pourrait, aller traduire les films de ta vie, quoi, hein, les films vraiment qui ont été des gros déclencheurs, alors soit anciens, soit nouveaux, voilà, et que tu as envie de faire partager, aujourd'hui, aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Eh bien, alors ceux que je regarde encore, hein, parce qu'aujourd'hui c'est mes films Ouais? ressources, on va dire ça. Donc le premier c'est Gladiator. Clairement ça Ah c'est un oui. film qui me porte encore sur la loyauté, sur l'honneur et sur ouais, l'alignement en fait sur les valeurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi. Avec Le la deuxième, réalisation, très très rapide de Ridley Scott. oui complètement, ouais ouais clairement. Et puis bah du coup Marc Aurèle, l'empereur. Enfin bref, c'est pour moi c'est le film ouais, Le deuxième, de notre. Alors attends, parce que quand tu as posé la question, j'avais les trois. Le deuxième, alors Avatar, mais le premier pas trop le second, d'accord. plutôt le premier. Et le troisième, alors c'est un dessin animé que je regarde régulièrement avec ma fille, et c'est Vaiana. Je connais pas.
Je savais pas, C'est une le pitch exploratrice. pour les gens qui ne l'ont peut-être pas vu? Bayana, le dessin animé. Bon, en fait, c'est une petite fille qui est la fille du chef de village polynésien et qui s'apprête à être chef du village à la place de son père, mais qui, elle, plutôt que d'être bah, confrontée et conditionnée en fait à son avenir tout tracé, elle ressent des envies d'aller explorer le monde et surtout elle va le sauver puisque dans son village il y a plus de poissons, il y a plus de noix de coco, enfin en tout cas il y a plus de nourriture et la seule manière d'y aller c'est d'aller au-delà de la barrière de corail et son père lui a interdit formellement d'y aller et en fait voilà elle, euh, elle brise ce que son père lui a demandé et elle y va et elle sauve son peuple quoi. Donc, D'accord, elle va au bout de sa curiosité. ouais Quel clairement. est l'album qui t'a jamais quitté, l'album de musique qui t'a jamais quitté de déménagement en déménagement? Soprano. Ah oui, et pourquoi Soprano? Eh bien, en fait, j'ai grandi dans des quartiers, du coup, avec une musicalité plutôt reggae, plutôt R&B et rap. Et en fait, Ouais. donc il y a eu IAM à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, c'est plus soprano parce que j'aime ses textes, en fait. J'aime les messages qu'il fait passer. Et, et j'aime ce qu'il crée en fait pour ma génération, mais aussi les générations futures. Quoi. Donc c'est aussi un album que je fais écouter à ma fille et parce que j'aime son âme en fait. Et j'aime ses messages. Ah, puis je me souviens aussi de Sniper, à l'époque de IAM avec, Gravé dans la roche. Ouais, exactement. Très, très belle chanson aussi. Hem, Quel est l'objet effectivement porte-bonheur qui ne te quitte jamais, que tu as toujours sur toi? Ce sont des pierres. Tiens, bah, j'en ai là. Des Là, on pierres. rentre dans la lithothérapie. Exactement. D'ailleurs, ce sont des cadeaux que je fais à mes clients. Je leur offre un crayon de papier, un carnet et une pierre. Donc c'est vrai que personne fait ça. Donc ils sont plutôt toujours très étonnés que je leur offre une pierre. Ils savent pas vraiment quoi en faire, donc c'est très drôle. Mais voilà, ça me fait plaisir en fait de marquer les esprits à travers ça et je leur explique en fait ce qu'ils peuvent en faire. Et ouais, j'aime faire ça. Et J'aime c'est casser les quoi ces codes. 2 pierres alors en fait? Alors en fait, bah, la lithothérapie, alors moi j'aime bien la pierre l'améthyste en général, qui est plutôt la pierre de la sérénité et Mmh. qui me permet voilà, de m'aider à rester sereine dans les tempêtes ou dans la traversée du désert. Tu peux nous la montrer à Après, l'écran, voir, que les gens la j'en ai fait voient? je vais en prendre une plus violette, on la verra mieux. D'accord. C'est une pierre qui est violette. De la taille de l'écran, boum. Ah oui, oui, effectivement, elle est belle. Elle est belle, ouais, on dirait presque un galet, hein. Ouais. Et la 2e, tu nous as parlé de 2 Voilà. pierres, hein, donc la 1re c'était la métisse, la 2e? Non, j'ai parlé d'une pierre, mais après j'en ai plein. Hein. J'ai l'œil Ouais, du tigre aussi. C'est la pierre de la protection. c'est pour la protection, ça, c'est pour renvoyer les mauvaises ondes. C'est ça, exactement. Le cristal de roche aussi, non, peut-être? Bah, le cristal de roche, c'est plutôt pour nettoyer. En tout cas, je l'utilise pour nettoyer les pierres et pour les recharger D'accord, dans les nuits de OK. pleine lune, en l'occurrence. Bah oui, 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 tout à fait. Non, mais c'est important aussi ça, la lithothérapie, hein, parce que c'est vrai que ça peut aider. Il y en a qui portent aussi des citrines, par exemple, pour attirer Oui, tout à fait. l'abondance, l'argent, et cetera, les bonnes situations favorables. La citrine est assez forte. Mais c'est vrai que oui, oui, c'est très intéressant. Moi, je me souviens quand j'avais été à Lourdes, j'avais été dans des petites échoppes comme ça, j'avais regardé, c'était très marquant, quoi. J'avais discuté avec un monsieur là qui avait une petite boutique. C'était très, très, très intéressant. Dans mon portrait chinois, qu'est-ce que je voulais te demander? Est-ce que tu as là aussi une photo qui ne te quitte jamais, qui est toujours avec toi et qui te comment dire? Qui t'apporte de l'énergie, qui voilà, qui fait en sorte de conserver ce que tu es, quoi? Alors, donc, c'est mon fond d'écran en général hein, de téléphone. Donc là, bon, je l'ai remodifié. Donc là, c'est ma fille, mais qui est dans une posture Ah, peut-être pas à comment dire? l'écran ça, la fille, peut-être pas à l'écran, Ah non, non, mais non. on imagine effectivement ce qu'elle peut représenter pour toi, ouais.
Voilà, donc ma fille dans sa posture de c'est quoi le dessin animé là? C'est dans Kung Fu Panda, donc voilà, elle est en mode Kung Fu en fait, et j'aime beaucoup parce que ça crée bah, pareil de l'ancrage, de l'équilibre, et elle a un regard en fait qui est très très focus en fait. Donc j'aime beaucoup cette photo. D'accord. Quel est le son que tu aimes le plus dans la vie? Voilà, le son, la partie sonore que tu aimes le plus? Le bruit de l'eau. Ah oui! Ah, je l'aurais parié. Je l'aurais parié. Mais alors le bruit de l'eau effectivement active, c'est-à-dire le bruit des vagues qui viennent Oui, claquer sur un rocher, ou alors le bruit d'une petite fontaine qui scintille, dans une petite rivière? D'accord. non, plutôt, OK, donc j'imaginais le plutôt bruit, une rivière force, en mode, ouais, c'est en mode rafting, quoi, en mode, c'est d'accord, OK. Quel est le mot, alors effectivement, que tu aimes le plus, dans la vie? en tout cas, celui qui me porte le plus, c'est gratitude. D'accord. Quel est ton chiffre préféré? Le 7. Ah, je l'aurais parié aussi. Non mais c'est fou quand même, hein. J'allais le dire, mais j'ai pas osé. Et c'est mon chiffre préféré également, le 7. Et d'ailleurs, on retrouve souvent, hein, le 777, il a un signe, voilà, c'est l'exécution, d'une action, et qu'effectivement les anges vous donnent autorité effectivement à réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, tu regardes aussi les plumes blanches par terre, choses comme ça? Ouais, ouais, j'aime Ouais, on revient aux synchronicités. complètement. Bah, déjà, vous voyez, vous avez une grande partie de Julie Rodriguez sur son parcours, l'alignement, l'ancrage, et cetera. Comment elle arrive à se recharger, comment elle suit, donc les synchronicités, comment elle suit les messages. Est-ce qu'il y a des choses, par contre, effectivement, que tu ne suis pas? Est-ce qu'il y a des choses qui, voilà, que tu repousses, énormément? Est-ce que tu as senti, par exemple, chez certaines personnes que tu as pu rencontrer, des clients ou des partenaires, par exemple sur l'organisation de l'événement, des gens qui t'apportaient pas les bonnes ondes, et là tu as coupé très court parce que tu t'es dit: «Là, c'est pas du tout effectivement dans ma direction et ça va pas du tout me faire progresser». Oui, oui, complètement, mais ça, pareil, c'est des choses que je ressens intérieurement. Donc déjà, ce que je ne suis pas en général, ce sont, ce que je prends comme des ordres ou comme des injonctions, des obligations, extérieures, j'entends. J'aime, enfin voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est je consulte mon alignement. Maintenant oui, mais il y a même, des personnes, que je refuse d'accompagner parce que je sais qu'on fera pas un bon travail, en fait. Donc d'une part, c'est pour me préserver, mais c'est aussi pour le préserver lui, parce que vu que je vais pas faire un bon job, ça sert à rien. J'ai pas envie de lui faire perdre son temps, mon temps, son argent, le mien, donc oui, c'est des choses qui arrivent, et là-dessus, j'ai vraiment envie de mettre en garde, dans le sens de se dire, même avec la peur du manque, ça m'est déjà arrivé de me dire: «Putain, vas-y, là, j'ai besoin de faire du business et cetera. Si mon client, il me dit oui», alors que je sais qu'intérieurement, c'est non, que si mon client, il me dit: «Oui, il faut que j'y aille» et cetera, en fait, il faut dire non, quoi, parce que, hem, bah, tout le reste va suivre l'énergie, on ne sera pas efficace, on va se remettre en question, on va se dire: «Merde, ah tain, j'ai pas bien fait là», et du coup, en fait, c'est pas juste pour soi et du coup aussi pour l'autre. Donc vraiment quand on sait que c'est non, bah, c'est non. Et Oui, là, et puis, moi, en tout cas, l'univers répondra à notre justesse, en fait, et nous apprendra l'abondance juste après, en fait. tout à fait, et puis je pense à une chose également, qu'on parlait de pricing tout à l'heure. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas, en tout cas je t'ai pas posé comme question et que ça peut intéresser les gens, c'est est-ce que quelque part tu te fais payer tout de suite, ou est-ce que tu te fais payer en plusieurs fois, comme, tu vois, par exemple ma compagne, elle, qui a une agence web, une agence digitale, elle fait payer 50 à la commande, 50 au livrable. Moi, par contre, je me fais Ouais. payer, bon, comme ça, d'une certaine manière, il y a pas de souci, mais Mmh mh. chacun effectivement a sa philosophie. Donc j'aimerais bien connaître la tienne. Est-ce que tu as toujours commencé comme ça? Est-ce que tu t'es toujours fait payer avant de pouvoir commencer une prestation, une mission? Ou est-ce que d'une certaine manière, au départ, par le syndrome de l'imposteur, par le manque, comme tu nous l'expliquais très justement, histoire de montrer ce qu'on était capable de faire, voilà, tu demandais, peut-être 30 au départ et puis 70 au livrable?
Non, en fait, moi, je fais 30-40-30 ou 40-30-30. Voilà. Mais donc, en général, mes accompagnements, ils sont sur un an. Donc, c'est 40% ou 30% à la commande, 30% au milieu et 30% en livrable, ou même tous les 3 mois, en fait. Donc, même quand je livre, en fait, j'ai déjà été payée sur la totalité. Donc, ça, c'est ce que je propose à mes clients. Bien sûr, c'est quelque chose qui est négociable aussi en termes de temporalité, mais il y a forcément, en tout cas, un versement à la prise de commande. D'accord, parce que c'est vrai que le problème effectivement que des entreprises qui coulent la plupart du temps, c'est parce qu'elles sont pas payées quoi. Parce qu'il y a il y a des mauvais payeurs, ça c'est un gros problème aussi. On parlait, tout à l'heure des freins et ça c'est un problème énorme quand on est entrepreneur, c'est effectivement de ne pas tomber là-dedans quoi. Parce que, bah, après vous êtes obligé d'aller chercher un commissaire de justice, faire des commandements de paiement et cetera. Donc c'est très, très compliqué. En tout cas, toi, t'es jamais tombé sur de mauvais payeurs. T'as jamais eu effectivement des gens qui, voilà, t'ont planté, comme on dit un peu trivialement. Non, 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 Ça, c'est jamais. bien. Je du bois. Ça, c'est bien. Et dans les gens avec qui Je effectivement tu suis une bonne discutes, payeuse. Je suis aussi une hein? bonne payeuse, c'est-à-dire, moi, je Ah ouais, paye bah, ça, aussi c'est bien. tous Donc, mes fournisseurs, justement, dans les deux sens. mes C'est et alternatif. complètement, Mais complètement. dans les gens effectivement avec qui tu collabores ou les gens effectivement que tu as dans ton réseau LinkedIn et cetera, tu as remarqué ce problème-là de mauvais paiement, de gens qui étaient presque aux abois des fois de leur entreprise parce que justement, bah, ils avaient pas récupéré leur dû? Alors, j'ai envie de dire oui, quasi toutes les entreprises, en fait, ont de l'argent dehors. Enfin, c'est comme ça qu'on dit, hein, et on a de l'argent dehors. Maintenant, j'en ai pas rencontré, en fait, qui se sont mis, enfin, qui ont dû fermer parce que justement, ils ont pas été payés de leurs commandes, et cetera, et cetera. Ça, j'en ai encore jamais rencontré. J'espère pas en rencontrer. Maintenant, voilà, l'argent dehors, c'est parce que, bah, voilà, il y a des acomptes qui sont versés. Après, est-ce que c'est payé au moment M? Pas toujours, clairement. Mais voilà, mais c'est payé, quoi. Donc, D'accord. On est à peu près 59 minutes. Dans les dernières questions, j'aimerais qu'on aborde aussi peut-être, qu'on revienne sur cette histoire de la vision, mais on va l'axer différemment, sur justement la alors peut-être l'évolution de structure. Là, toi tu es en solopreneur également, mais tu es sous quelle structure, moi, j'ai au une niveau EIRL. entreprise? Une URL, d'accord, OK. Et tu penses rester en URL ou tu penses effectivement, évoluer, monter une holding, ouvrir différents départements, tout mettre dans la holding, Sûrement. En fait, je vais voir des choses déjà comment mon entreprise. Oui, alors je sais qu'il existe plusieurs montages. Alors je suis pas encore bien au fait, hein, de tout ça, puisque c'est pas mon focus. Maintenant, je vois comment sont structurés mes clients. Je commence à comprendre aussi pourquoi ils sont structurés comme ça. Donc toujours pareil, hein, par rapport à la modélisation, je me dis tiens, j'aurais peut-être un intérêt demain à pouvoir aussi, quand je vais grandir, à pouvoir voilà créer aussi une holding. Donc oui, j'y pense. Je pense aussi même à potentiellement demain monter une structure à l'étranger. Je ne sais pas. Je vais voir comment évoluent les choses, comment évolue aussi bah, notre pays, j'ai envie de dire, notre gouvernement, et voir de euh, comment je peux me sentir davantage libre pour bah, continuer à contribuer en fait comme je le souhaite par rapport à ma grande vision en fait que j'ai évoquée tout à l'heure. En fait, je réponds mais toutes mes actions répondent à cette vision. En fait. c'est intéressant ce que tu nous dis parce que en fait, c'est vrai qu'il y en a qui, bon, ils sont micro-entrepreneurs, après ils montent en SASU, après à la limite, voilà, ils cherchent pas la SASU, mais ils vont chercher une SAS, ils vont scaler très vite. Scaler, ça veut dire qu'effectivement, ils vont monter très rapidement en croissance, et puis bon, ils vont être obligés de déléguer parce qu'ils vont attaquer l'international, donc il va falloir ouvrir des agences un peu partout dans le monde. Et on a vu ça avec les agences SEO, hein, par exemple. Hein. Et en fait, bah, quand tu délègues dans d'autres pays, bah, automatiquement, soit tu délègues par rapport à des prestataires donc qui sont à leur compte, soit tu délègues avec des salariés.
Donc là, c'est totalement autre chose. Tes charges, elles montent aussi. Et résultat des courses, bah, tu scales, oui, c'est clair. Donc tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, mais tu vas encore avoir des charges qui vont multiplier par 10 ou par 100. Donc est-ce que c'est la bonne affaire? Est-ce que c'est pas la bonne affaire? Je pense que ça mérite effectivement d'avoir pas mal d'entretiens avec des conseillers fiscaux, des conseillers juridiques, des avocats, etc., qui font qu'ils peuvent vous aider. Méfiez-vous en tout cas de ce volant d'inertie qui peut être un miroir aux alouettes, de monter trop vite pour redescendre très vite également. Donc, par contre, tu nous disais effectivement oui que tu serais intéressé pour pouvoir peut-être t'immatriculer dans un autre pays. Ça serait quel pays à peu près dans ta vision? Il y en a 2. Bon pareil, hein, j'ai pas gratté, parce qu'aujourd'hui c'est pas le focus, hein, mais il y aurait, Les donc États-Unis ne sont pas Dubaï. là, non? Non, il y aurait Dubaï et l'île Maurice. D'accord, ok. Et pourquoi Dubaï? Parce que Dubaï, on a quand même le sentiment que là aussi, c'est en train un peu de reculer avec le phénomène des influenceurs et autres. On voit que c'est plus du tout la poule aux œufs d'or, quoi. Le gouvernement de Dubaï est en train de resserrer un peu les boulons, quoi. Oui, mais c'est encore très loin de ce qu'on est en France. Et puis, il y a l'avantage, c'est qu'on paye pas d'impôts. C'est quand même, C'est toujours un avantage. bah, et pas des moindres, quoi. Mmh. Voilà. Par contre, est-ce que tu trouves qu'en France, tu parlais de notre pays tout à l'heure, au niveau entrepreneurial, est-ce que tu trouves qu'on a le fait qu'on n'ait pas de culture entrepreneuriale dès la petite enfance, hein, dès l'école, voilà, on n'a pas de culture entrepreneuriale, on n'a pas de culture non plus financière. Est-ce que tu penses que ça manque vraiment? Et est-ce qu'il faudrait instaurer, je dirais, un module supplémentaire à l'enseignement sur ces deux valeurs, de façon à pouvoir former de futurs entrepreneurs et expliquer justement comment fonctionne une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un bilan de résultat, qu'est-ce que c'est qu'un bilan comptable, etc. Bref, aller au fur et à mesure dans la pédagogie de l'entrepreneuriat. Oui, complètement, mais vraiment, enfin, parce que déjà il y a une psychologie, enfin, pour moi, il y a un mindset, hein, d'entrepreneur, ça c'est clair. Donc ça, mais aussi, en effet, la culture de l'échec. En France, quand on échoue, on est extrêmement mal vu, ou en tout cas, on a du mal à avoir une seconde chance. Contrairement, bah, aux États-Unis où justement, plus tu as eu d'échecs, bah, plus c'est bon, sur ton CV, quoi. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est limite encodé dans nos cellules culturellement parlant que voilà, on n'a pas le droit d'échouer, que on doit être parfait tout de suite, on doit tout savoir en tout temps. C'est quand même incroyable. Donc oui, je pense que rien que par rapport à la culture de l'échec, c'est très très important qu'on puisse accéder à ce genre d'enseignement dès le plus jeune âge, même j'ai envie de dire. Euh, et aussi, bien évidemment, à toute la partie stratégie et la partie visionnaire, en fait. Pour moi, c'est ça qui est très important. Après, les modules finance, etc. Aujourd'hui, on en trouve. C'est déjà c'est déjà dans le pipe, si je puis dire. Mais en effet, pour moi, il y a deux choses. C'est la culture de l'échec et justement le côté visionnaire. Euh, et ensuite, pour pouvoir décliner une stratégie, quoi. Enfin, ouais, avoir cet état d'esprit-là. Mm. Ouais. Non, mais là aussi, tu as raison, je vois tes paroles parce qu'en fait, les anglo-saxons et puis les américains, ils se basent sur l'expérience. Donc voilà, c'est les compétences et l'expertise qui priment. Donc ils s'en foutent qu'effectivement que tu aies un master ou autre. Ce qu'ils veulent, tu es Ouais. capable de faire. Et donc, si tu plantes, bah, c'est pas grave parce qu'ils savent que d'une certaine manière, t'as le processus. Donc, à partir de ça, tu vas pouvoir le répliquer. Par contre, en France, on a une autre façon de voir les choses, une autre vision. Pour reprendre un mot qu'on a bien utilisé aujourd'hui, c'est l'enseignement. Voilà, on mise tout sur l'enseignement. C'est-à-dire que bah, si t'as pas d'études, si t'as pas de diplôme, bah, voilà, tu peux pas réussir, etc. Mais on voit bien qu'on est arrivé au bout du cycle et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que en 2030-2050, une personne sur deux sera effectivement un travailleur indépendant. Donc, on va sur la fin du salariat de plus en plus. On y court même. Et donc, oui. Et en plus, je crois que non seulement l'échec est très mal vu, mais je crois que surtout que la France, les Français ont peur de l'échec. C'est-à-dire que c'est même pas Oh, effectivement qu'il est très mal oui. vu,
c'est qu'ils ont peur de l'échec parce que ils reproduisent en fait, si tu veux, la peur qu'ils ont sur ceux qui créent. Et voilà, il est interdit que les autres réussissent. C'est un peu ça, quoi. C'est une sorte un peu, c'est un côté un peu diabolique, un peu vicieux le concept français. Euh, C'est surtout un nivellement par le bas, quoi. Enfin, c'est ça. si tu réussis, en fait, on va te montrer du doigt. Si c'est même au-delà de la réussite, parce que bon, si on parle de la réussite financière, etc., entrepreneuriale, mais même si en fait, moi, je me souviens, un jour, quelqu'un m'a dit, t'en as pas marre de nous jeter ton bonheur à la gueule. Et en fait, là, tu te dis, waouh, à ce point-là, en fait, on est, on est vraiment dans une sphère qui est noire, quoi. Et en fait, bah non, j'en ai pas marre, quoi. Et au contraire, parce que bah voilà, quand tu souris à quelqu'un, ça va, enfin voilà, ça va rayonner, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi, c'est la même chose par rapport à la réussite, à l'entrepreneuriat. On jalouse, on envie, et plutôt que de célébrer, d'être content et d'élever le monde, en fait. Donc ouais, ça c'est assez déplorable d'ailleurs. Je ressens même un peu de colère là au moment où j'en parle et pour moi je vois beaucoup trop de médiocrité dans nos médias et dans nos politiques, clairement faut le dire, quoi. Par ce nivellement par le bas, en fait. C'est que plutôt que de trouver des solutions et être en mode résultat, ils sont plutôt en mode euh, cancanage, stratégie pour que l'autre se noie. Enfin, pour moi c'est dramatique même. Franchement, j'ai envie de dire que c'est dramatique. Dans le dernier livre de Pierre Gattaz, ex-président du MEDEF, il en parle justement. Il en parle, Mmh. il dit que justement on prend pas assez de politique de risque, etc. Et ça s'explique par le nombre de TI. On a très peu de TI en France. Regarde l'Allemagne, ils sont à plus de 4500 ou 40 000 ETI. Les startups, alors les startups, le phénomène des startups, bah, c'est vrai que notre président, il a voulu effectivement instaurer la Silicon Valley à Paris. Quand tu vois qu'il y a 9 startups sur une qui se casse la figure, c'est pas nécessairement non plus une légende. Hein. Voilà, on a 26 licornes en France, on en crée une par petit bonheur la chance, et à côté, tu regardes effectivement les États-Unis, tout a commencé à San Francisco en 1973. Voilà, tout le monde voulait avoir sa start-up en 1973. Hein, donc, et maintenant, regarde le nombre de startups qui sont installées en Californie et aux États-Unis et en Asie. Bah, c'est le jour et la nuit. Donc, je pense on n'a pas la bonne façon de faire, on n'a pas la bonne façon effectivement d'entreprendre, parce que tout simplement on copie ce qui se fait. Et en fait, on devrait créer, ou alors il faut mieux copier, il faut avoir une meilleure copie. Mais c'est vrai que ce que tu disais, oui, la colère, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette colère. Quand tu regardes également les entreprises là, avec les PGE, les problèmes de remboursement, etc., il y a quand même entre 40 000 et 50 000 entreprises qui vont passer à la trappe. C'est énorme, quoi. Hein. Sur 2 millions de créations d'entreprises à l'année, et encore, sur les 2 millions, tu as énormément d'auto-entrepreneurs et de micro-entrepreneurs. Donc, on voit bien qu'il y a un problème existentiel de l'entreprise en France et qu'il faut revoir la copie parce que bah, ça va pas. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'entrepreneurs français qui iront soit s'expatrier dans d'autres pays pour prendre justement cette valeur des autres pays. Mais tu prends quand même le Québec, qui sont un peu en retard aussi. Hein. Là, au niveau SEO, ils en sont aux années 90. Donc, tu vois, il va falloir aussi du temps. Euh, Chaque pays avance à son rythme. Mais ce que tu disais est tout à fait juste. Ouais, la politique du risque et la politique de l'échec. D'ailleurs, je dirais même la politique du risque mesuré, moi. Par exemple, Jeff Bezos avec Amazon, c'est une politique de risque mesurée. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui avance, mais il sait où il va. Nous, quand on Ouais. prend un risque, on prend le mur. On prend le mur à 100 km/h parce que quelque part, on n'a pas étudié tout ce qu'il fallait, ou alors on a trop étudié et on s'est fait peur. On va Je rappeler suis donc un petit peu où on peut te suivre, donc Julie, à 1h10. Alors, de cette vidéo, en fait, tu as un site internet, donc rappelle l'adresse de ce site internet. c'est www.l'angledegaia.com. Voilà, tu as un LinkedIn également où on peut te retrouver. Bah là, il suffit d'aller sur LinkedIn et taper Julie Rodriguez, on va te retrouver sans aucun souci. Et est-ce qu'il y a un autre endroit où il est important également de te suivre?
Non, clairement, c'est les 2 sites, les plus importants. D'ailleurs, LinkedIn est davantage mis à jour par rapport à mon actualité, justement parce que chaque jour, il y a des posts. Et puis du coup, on promeut là clairement le congrès et ce qui va se passer à la fin de l'année. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me faire un MP. Voilà, je pourrais vous donner, enfin, vous trouverez mes coordonnées téléphoniques aussi assez facilement. Donc, après, voilà, l'idée, c'est de pouvoir échanger. Je pourrais répondre à toutes vos questions et D'accord. Je terminerai par, 2 questions. Donc, dans les gens que tu as accompagnés en tant que solopreneur, quelle est la part effectivement des hommes? Quelle est la part des femmes à peu près, au niveau des personnes que tu as accompagnées? Alors en solopreneur, c'est plutôt kiff-kiff, j'ai envie de dire, plutôt 50-50. Maintenant, dans les chefs d'entreprise PME, c'est c'est plutôt 90-10. 90 masculin, 10% féminin. D'accord, et tu penses que là, il y a des efforts aussi à faire pour que les femmes avancent un petit peu plus dans le domaine de l'entreprise? Là, en plus, la PME, ça peut être aussi, une des entreprises qui sont, transmises au niveau du patrimoine. Ouais, ouais, complètement. Alors oui, il y a clairement, il y a des efforts à faire, hein, sur la partie, sur les femmes, en tant que chef d'entreprise. Maintenant, j'ai confiance en fait. Les choses se feront dans le timing. Les hommes commencent de plus en plus à voir en fait les compétences et l'assise des femmes en entreprise. Maintenant, voilà, on a eu aussi une culture, on a aussi un passé. Les femmes n'ont pas toujours eu le droit de travailler. Elles avaient même pas le droit de vote. Donc, je pense que voilà, moi j'ai confiance en l'avenir et on est en bonne voie. Euh, et en plus, voilà, j'aurais envie de rajouter que le chaos actuel est très bénéfique en fait justement pour les changements de paradigme et faire des grandes évolutions et des grandes avancées en fait. Donc voilà. Complément de la question, au niveau effectivement de ces 80-20, il y a combien de tranches d'âge là? C'est quelle tranche d'âge? Ce sont des jeunes, des personnes plutôt matures, des gens effectivement d'un certain âge, 50-60 ans? Alors oui, c'est j'ai envie de dire entre 45 et 60. Ouais. D'accord, et dans les solopreneurs? Là, c'est plutôt des trentenaires, Ouais, ça m'étonne pas trentenaires ça. Mmh. ou des jeunes quadras quoi. D'accord, OK. Bon, ben on va terminer cet épisode. Alors la dernière effectivement va être, la question des, experts des marqueurs. Moi, la question marqueur des experts, je vais y arriver, c'est la fin, ça se sent. Donc, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Julie? Et alors, il faut varier la réponse, hein. C'est ce que j'allais dire, il me semblait que j'y avais déjà répondu, donc j'ai répondu cash, enfin c'est cash, c'est direct. Écoute, j'aime beaucoup l'échange. En fait là, ce qui était très plaisant pour moi, c'est que c'était un format d'échange constructif, et puis on pouvait rebondir sur différentes idées. Donc ouais, j'aime beaucoup en fait, en tout cas ce format-là d'échange, d'interaction. Voilà, Conversationnel, comme on dit. Une interview conversationnelle. tout à fait. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci effectivement donc, de commenter ou d'avoir commenté peut-être, au fur et à mesure que vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous connaissez des gens, si vous souhaitez vous-même effectivement participer à une interview. Vous voyez, on fait un short d'abord de 14 minutes et puis ensuite on fait un développement un petit peu plus long pour parler de votre parcours. Les experts, parole de leader, c'est pas uniquement le monde de l'entreprise, hein, mais c'est aussi les passions. Donc si vous avez une passion, on peut en parler aussi ensemble. Et puis donc partagez, mettez des pouces bleus, laissez des commentaires, laissez des avis aussi sur les plateformes d'audio, puisque ce podcast sera aussi à l'audio sur Apple Podcast et sur Spotify, Amazon Music, Deezer et tant d'autres. Donc je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Julie. Bon vent comme on dit en Bretagne pour cet événement de fin d'année. Et puis merci pour les propos que tu as prêtés aux experts parole de leader. Et on en a beaucoup appris sur toi et on sait que tu iras très très loin. Merci beaucoup. Merci à toi.